Bonsoir, merci de vous joindre à nous dans Vision. En ces temps difficiles où le droit international n'a jamais paru aussi fragile, avec le génocide de grande ampleur que pratiquent les sionistes sur les Palestiniens de Gaza et la couverture politique et médiatique qui lui est réservée par les puissances occidentales, la lutte des peuples encore sous domination coloniale se renforce pour en finir avec ce fléau d'un âge révolu et que les instances internationales n'ont visiblement pas réussi à faire disparaître. C'est le cas du peuple du Rif, occupé depuis 1956 par la monarchie marocaine. Un peuple qui a résisté farouchement à toutes les occupations, notamment européennes, et semble résolument engagé aujourd'hui dans un processus politique d'indépendance et de reconnaissance internationale. Les Rifains veulent ressusciter la République du Rif fondée par Abdelkrim El-Khattabi et ont récemment conduit une délégation politique aux Nations Unies à New York pour porter à la fois le drapeau et les aspirations du peuple du Rif. On en parle ce soir avec notre invité que l'on reçoit par téléphone. C'est Monsieur Redouane, un activiste politique originaire du Rif et membre du PNR, Parti national rifin. Il a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité évidentes. Bonsoir, Monsieur Redouane, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, on a souvent une image erronée, voire abîmée du Rif, à cause notamment du narratif marocain. L'histoire n'a pas rendu justice à la résistance du peuple du Rif aux colonisations européennes et ne dit pas toutes les défaites et les humiliations de l'armée espagnole de l'époque, qui a eu besoin d'ailleurs du renfort de l'armée française pour venir à bout de cette résistance. Pour quelles raisons, selon vous, Monsieur Redouane, cette lutte du peuple rifin ne s'inscrit pas jusqu'à aujourd'hui dans le cadre d'un combat anticolonial reconnu? Alors, merci pour l'invitation tout d'abord. Et pour répondre à votre question, l'histoire du Rif et qu'est-ce que le Rif, le berceau de la résistance et la lutte pour l'indépendance, qui a combattu et qui a lutté contre les tentations de colonisation des Portugais, des Espagnols et autres, et aujourd'hui sous l'occupation marocaine. En fait, le Rif a été victime d'une punition collective pratiquée par l'Espagne et la France dans les années 20 pour punir un peuple qui a souhaité lutter pour son indépendance, pour sa liberté, sa dignité, et a été offert, lui et sa terre, à un autre occupant qui est la dynastie alaouite, en guise de remerciement pour ses collaborations avec l'occupation. Et depuis, nous sommes en lutte avec ce régime, avec cette mafia qui occupe notre terre, avec nos moyens bien sûr, mais avec fort de notre histoire et de l'héritage laissé par nos ancêtres. Alors, les principales villes du Rif sont Tétouan, Chefchaouen et Tanger, mais les Rifins revendiquent aujourd'hui l'indépendance d'un vaste territoire qui s'étend sur... Le Rif, il s'étend J'y viens, Monsieur Redouane. Je vais terminer ma question. Justement, les Rifins revendiquent aujourd'hui un vaste territoire qui s'étend sur presque tout le nord de ce qui est occupé aujourd'hui par le Maroc et une population de 7,5 millions de Rifins, d'habitants, dont la moitié se trouve à l'étranger. Vous dites que la répression des forces de l'ordre marocains dans le Rif est comparable à ce que vivent les Palestiniens de la Cisjordanie. C'est un parallèle assez vivace, surtout que l'on voit aujourd'hui ce qui se passe en Palestine. D'abord, dans quelles conditions s'opère cette répression contre les Rifins par les forces de l'ordre marocains et pour quelles raisons le Maroc s'acharne sur les habitants du Rif, selon vous? Alors, tout d'abord, en fait, la frontière, la géographie du Rif, elle s'étend de Saïdia, donc frontière avec l'Algérie, jusqu'à l'Atlantique de Tanger. Donc, les principales villes sont Nador, Hoceima, Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Qasr Kbir, Qasr Sghir et bien d'autres. Donc ça, c'est en fait, les frontières ont été tracées et défendues par nos ancêtres et ont été indiquées dans la déclaration d'indépendance qui a été envoyée par Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi en 1921 à la Ligue des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Aujourd'hui, comme vous le savez, le peuple rifin est subi depuis le Hirak de 2016
une véritable punition collective, vit sous un embargo économique, militaire et culturel. En fait, les Rifains aujourd'hui ne peuvent pas sortir des villes rifaines sans avoir au minimum 1 ou 2 barrages routiers par l'armée marocaine, leur demandant leur destination, les personnes qu'ils vont rencontrer ou autres. Donc un vrai blocage géographique, un vrai blocage économique, embargo économique. Ils subissent des expropriations de biens et d'autres formes de répression. Juste à titre d'exemple, juste pour vous expliquer un petit peu la situation, avant les événements de 2016, donc ce qu'on appelle le Hirak du Rif, oui. le Rif bénéficie d'une certaine indépendance économique, c'est-à-dire que nous n'avions aucun rapport avec l'économie marocaine, on était plus ou moins autonome. Le Rif vivait essentiellement grâce au transfert d'argent effectué par la diaspora rifaine, qui est très importante, qui représente 50% de sa population, qui vit en Europe, et aussi grâce aux échanges commerciaux qu'ils avaient avec les 2 enclaves espagnoles situées dans le nord de Rif, à savoir Melilla et Ceuta, dont la population est constituée à 50% de Rifains, des citoyens aujourd'hui qui ont la double nationalité, rifaine et espagnole. Et donc c'est grâce à ces 2 poumons économiques que les Rifains, le peuple Rifin, nos familles vivaient d'une manière aisée. Et d'ailleurs, le Rif représentait ou représente pour l'occupation marocaine un poumon très important pour son économie. Pour illustrer mon propos, sachez que malgré l'absence d'usines ou de grosses infrastructures, Nador est la 2e place financière de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. Et une place très très importante qui dépasse Tanger, qui dépasse Marrakech, Agadir. Donc juste après Casablanca, il y a Nador. Et ça c'est grâce à l'argent de la diaspora et grâce au commerce qu'effectue notre peuple avec Melilla et Ceuta. On va revenir sur les conditions et ce blocus économique qu'opère le Maroc sur le Rif. Mais avant, vous avez évoqué le Hirak du Rif, c'était en 2016, c'était après la mort tragique du poissonnier d'Al Husseima, broyé par une benne à ordures. Ce mouvement qui a été violemment réprimé s'était étendu à d'autres grandes villes de ce qu'est aujourd'hui le Maroc. Comment vous l'expliquez, Monsieur Redouane ? Donc c'est un mouvement qui s'est étendu sur toutes les villes du Rif, pas le Maroc, parce que les Marocains ne se révoltent jamais. Donc toutes les villes du Rif. En fait, ce Hirak était une étape supplémentaire parce que la région du Rif est une région qui est prête à tout moment à l'explosion parce qu'elle vit très mal ce blocus, elle vit très mal cette occupation et refuse cette occupation. Nous avons toujours refusé toutes les occupations, qu'elles soient espagnoles, portugaises, françaises, et la marocaine ne change rien du tout, ça reste une occupation et on refuse d'être soumis à qui que ce soit. Et donc la mort tragique, ou c'est pas une mort naturelle, c'est un assassinat du régime marocain, parce que ce jeune homme a été broyé par cette benne à ordures sous ordre d'un policier marocain, d'un criminel policier marocain protégé par le régime marocain. Et donc c'est ce qui a conduit, qui a poussé le peuple à se révolter, à sortir et à condamner cet acte barbare. Mais sachez que 2016 n'est qu'un exemple de notre histoire, de l'histoire qui relie le peuple marocain avec l'occupation marocaine. Parce qu'avant 2016, il y a eu quand même 2011 où 5 jeunes Marocains ont été, 5 jeunes Rifains, ont été assassinés dans un commissariat et brûlés dans une agence bancaire. 5 jeunes qui ont moins de 25 ans. Et puis avant ça, dans les années 80, où l'ancien roi du Maroc, Hassan II, avait menacé les Rifains, où il avait envoyé des chars et des avions pour massacrer, tuer et enterrer des dizaines et des centaines de Rifains vifs. On a trouvé bien plus tard des fosses communes à Nador et aux alentours. Et puis avant les années 80, il y avait les années 1958-59, où encore Hassan II était encore prince héritier. Pareil, donc il est parti au Rif pour
essayé de soumettre la population. Il a massacré des dizaines et des centaines, il a brûlé des villages, il a éventré des femmes. Et donc, ils ont même utilisé des armes chimiques avec l'aide de l'armée française. Et donc, c'est une histoire qui date parce que le régime marocain les Marocains ont toujours essayé de soumettre cette région, mais qui se refusent. Sachez que même pendant la guerre du Rif en 1926, l'armée rifaine, l'armée d'Abdelkrim, faisait face à l'armée espagnole, à l'armée française et aussi à 40 000 mercenaires, goumiers marocains. Les Marocains, au lieu d'aller se battre pour virer l'occupation française, étaient là pour aider justement l'armée française et l'armée espagnole contre le peuple rifin. Alors qu'on partage la même religion. Les goumiers sont très connus. 40 000 quand même, 40 000 soldats envoyés par le sultan de l'époque. Et sans parler de la récompense qui a été mise en place par le sultan de l'époque pour quiconque lui apporte la tête d'Abdelkrim, mort ou vivant. Et le jour... il avait fallu quand même 5-6 ans pour venir à bout de cette résistance. À l'époque, avec deux armées, des plus grandes armées du monde, espagnoles et françaises. Et vous parlez maintenant de ces mercenaires, 40 000 hommes mobilisés contre l'armée d'El Khattabi. C'est bien ça? Exactement. Et à l'époque, la République du Rif, c'était la première république d'Afrique. Et mater cette république, mater cette résistance, c'était aussi pour envoyer un message à tous les peuples qui étaient sous occupation à l'époque. Il faut se rappeler du contexte en 1921 jusqu'à 1926. La plupart des pays dans le monde, dans le sud, les pays du sud, étaient sous colonisation, sous occupation. Et donc c'était aussi leur envoyer un message que quiconque s'aviserait à demander son indépendance, sa liberté, aurait affaire à une répression farouche. N'oubliez pas que pendant cette guerre, des armes chimiques ont été utilisées contre la population rifaine. Il y a au jour où on parle, on a encore les effets secondaires de ces armes chimiques. Vous ne trouverez pas une maison dans le Rif ou une famille dans le Rif qui n'a pas au moins un membre de sa famille qui est atteint du cancer. Même pas une. Alors, oui, c'est très fort ce que vous racontez sur la réalité du Rif jusqu'à aujourd'hui, qui ont subi encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui. On revient un petit peu à l'aspect politique, puisque le PNR, le Parti national rifin, comme je le disais, a effectué une visite, a fait un sit-in devant les portes des Nations Unies, et la visite s'est étendue à quelques rencontres politiques. Vous nous direz si elles ont été fructueuses. Et puis le PNR déclare avoir déposé un dossier au niveau des instances internationales, d'abord lesquelles, si on peut en savoir plus, et puis de quels documents disposent aujourd'hui les Rifins pour faire aboutir ce processus politique? Alors, le Parti national rifin s'est donné comme mission de défendre les intérêts du peuple rifin, de défendre l'honneur et travailler, préparer la renaissance de notre République. Notre projet, en fait, il se base sur un constat qui est effarant, qui est en fait aujourd'hui, l'occupation marocaine est en train d'opérer une véritable opération de modification de la structure démographique dans le Rif. En fait, il pousse les enfants à immigrer en Europe, à prendre la mer au péril de leur vie. Et de l'autre côté, ils encouragent les colons marocains à venir s'installer dans le Rif. Et donc, nous, en tant que parti politique, on a souhaité donner une perspective politique à notre peuple et à porter sa voix à l'international et à taper à toutes les portes qui aimeraient, qui seraient prêtes à écouter et à voir ce qui se passe juste au sud de l'Europe. Notre projet politique, c'est l'indépendance. Notre projet politique, c'est de faire reconnaître les droits de notre peuple sur sa terre. Et effectivement, comme vous le dites, dernièrement, une délégation du parti est partie au siège des Nations Unies, premièrement pour faire un sitting et pour faire flotter notre cher drapeau devant les yeux du monde entier, et puis aussi faire des rencontres, essayer de taper à des portes d'organisations internationales, de délégations de pays étrangers, et qui
comprennent notre lutte et qui connaissent notre histoire. Et avant New York, on était aussi en Afrique du Sud. J'allais y venir, vous avez été reçu au Parlement sud-africain. Exactement, on était en Afrique du Sud à l'invitation du parti de Nelson Mandela, ANC. Et donc, on a rencontré une dizaine de partis politiques avec qui on a signé des projets de reconnaissance de notre parti, de notre cause RIFEN. Et donc, on a aussi un projet de l'ouverture d'un bureau de représentation là-bas. Et ça, c'est que le début parce que nous connaissons, nous savons que notre chemin est long, que notre projet il va être dur, il va prendre du temps. C'est un projet de génération en génération, mais fort de notre histoire, fort de notre dossier, on ne compte pas en arrêter là et on ira jusqu'au bout de notre projet. Vous avez parlé, lorsqu'on s'est parlé avant l'émission, pour préparer cette émission, vous m'aviez parlé de documents, d'archives déclassifiées qui seraient en la possession de votre parti. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors c'est un projet sur lequel on travaille. On essaye de récolter, de collecter tous les documents juridiques et historiques détenus aujourd'hui par les pays européens, notamment la France, l'Espagne et autres. Et donc, dans l'idée, c'est de avoir un dossier un dossier solide, un dossier documenté pour pouvoir un jour le présenter devant la Cour de justice internationale et le présenter devant les instances de l'ONU. Faire reconnaître la responsabilité de notamment l'ancienne puissance coloniale qu'est l'Espagne, mais aussi celle de la France, dans le destin aujourd'hui compromis du peuple du Rif. Est-ce que ça fait partie de votre projet politique ? Évidemment, et on a écrit plusieurs fois à ces deux pays pour justement leur faire leur demander, de solliciter aussi une reconnaissance de ces crimes commis dans le Rif, et puis de les inciter à nous fournir des archives de notre peuple et de notre terre. Bien sûr, l'Espagne spécifiquement a une responsabilité très importante parce que en plus des guerres et des dégâts qu'elle a faits dans le Rif, elle a été complice d'un autre crime contre l'humanité qui est d'offrir une terre et un peuple à un autre occupant tel un objet. Et ça, c'est un crime contre l'humanité qui se rajoute aux autres déjà commis pendant la guerre du Rif. Est-ce que vous faites un peu l'analogie de ce qui se passe sur le Sahara occidental ? Est-ce que ça peut faire jurisprudence pour le droit du peuple rifin à l'autodétermination ? Est-ce qu'on peut aller sur ce cheminement politique ? Alors, nous, dans le PNR, on ne cherche pas l'autodétermination parce qu'on l'a exercé en 1921. Notre peuple a déjà exercé ce droit. En fait, on veut notre indépendance. On ne va pas demain demander aux gens de nous donner droit de voir si on veut l'indépendance ou pas, ou on veut une sorte d'autonomie large ou quoi que ce soit. Notre objectif est très clair. L'autodétermination n'étant pas une large autonomie, c'est différent. Nous sommes bien d'accord. Qu'on a exercé. Notre projet est très simple. Il y a une erreur historique qui a été commise en 1956. Le jour où l'Espagne a offert notre terre et notre peuple à l'occupation marocaine, on cherche à corriger cette erreur et à revenir sur cette erreur et faire sortir l'occupation marocaine de nos terres derrière les frontières connues à l'ONU. Vous avez parlé de la diaspora et du rôle qu'elle joue au niveau économique pour les Rifins. Il faut rappeler juste que le PNR, le Parti national du Rif, a été créé très récemment, en septembre 2023, à Bruxelles. Donc après des années de tractation et surtout après la tenue en 2019 du premier congrès mondial Rifin en Catalogne. Et si ça s'est fait en Catalogne, c'est parce que la société civile a été interpellé par la cause des Rifins, notamment par la diaspora du Rif. C'est bien ça ? Exactement. Donc le parti est sorti au public en septembre dernier, mais c'est un parti qui a été créé il y a 3 ans
sur lequel on travaille, mais c'est le résultat d'un travail qui date déjà depuis 2016. On a sillonné l'Europe, on est allé à la rencontre de toute notre diaspora, on a organisé plusieurs meetings, plusieurs manifestations, plusieurs colloques, justement pour expliquer notre projet, pour cueillir un peu les avis, pour cueillir les souhaits de notre population, parce que notre projet, il vient profondément du RIF, c'est la traduction des souhaits de notre population. Et donc, et là, aujourd'hui, on arrive à ce fruit, qui est le Parti national rifin, qui essaye, avec ses faibles moyens, ses modestes moyens, d'aller le plus loin possible afin d'obtenir l'indépendance du RIF. À quel niveau pensez-vous que cette diaspora peut intervenir le mieux ou de la manière la plus pertinente en Europe, l'Europe qui traditionnellement, peut-être pas ces temps-ci, mais traditionnellement est sensible aux causes et au droit international pour l'indépendance et l'autodétermination des peuples, ou est-ce en Afrique où ces questions-là sont aussi cruciales et inscrites dans la charte de l'Union africaine? Où est-ce que pensez-vous être le plus pertinent aujourd'hui? Alors, en Europe, en fait, notre population est bien ancrée, bien intégrée dans la société européenne. Vous trouverez énormément de parlementaires belges, néerlandais ou allemands d'origine rifaine. Au Parlement européen aussi, il y a des rifins. En fait, en France, dans le milieu économique, culturel, il y a beaucoup de rifins. On est un peuple qui est très, très, très intégré dans les sociétés européennes. On représente quelque chose comme 5% de la population belge, 6% de la population néerlandaise. En Espagne, on est plus de 500 000 personnes. Donc, vous voyez, en fait, on est un poids politique, un poids démocratique qui est très important. On est influent, on essaie d'être influent, mais on n'oublie jamais nos racines qui sont en Afrique. Et donc notre espoir et en fait nos regards se tournent vers l'Afrique parce que nous savons que les Africains ont vécu ce que nous vivons aujourd'hui, que les Africains connaissent très bien ce que c'est une colonisation, connaissent très bien ce que c'est le régime marocain, savent très bien que le régime marocain n'est qu'un proxy de l'ancien colonisateur en Afrique et qui est là juste pour détruire l'Afrique, pour encore contribuer à l'humiliation du peuple africain et donc comprennent très bien que la libération du Rif, la libération du Sahara occidental contribuera au développement de l'Afrique, à la libération définitive de l'Afrique, à la libération des 2 territoires qui sont encore sous occupation en Afrique. J'aimerais qu'on revienne pour les quelques minutes qui nous restent sur le projet économique du PNR qu'il porte en termes d'investissement, notamment pour développer donc le RIF, qui est présenté en tout cas dans l'esprit collectif comme une région exsangue et qui ne compte que sur les de vastes plantations de kif et la production du kif pour survivre. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a d'autres leviers économiques sur lesquels le RIF peut s'appuyer? Alors le RIF, c'est une région montagneuse, agricole historiquement, mais c'est une région dont la population est plutôt portée vers le commerce international avec les 2 enclaves espagnoles, etc. Mais aussi c'est une région qui vit essentiellement grâce au financement apporté par la diaspora rifaine. Le projet du Parti national rifin est très simple. En fait, c'est un projet qui est détaillé, qu'on a présenté à notre population dans la diaspora, dans plusieurs colloques, plusieurs réunions et meetings. C'est un projet d'investissement qui vise à la reprise du RIF post-indépendance, une fois l'indépendance obtenue, un investissement massif sur 10 ans dans la création, la construction des infrastructures, la construction des écoles, des hôpitaux, des universités, des centres de recherche, des constructions industrielles portées par l'énergie propre, etc. Investissement massif, on en parle de 150 milliards de dollars sur 10 ans, pour lequel nous avons détaillé l'utilisation, le moyen de financement et puis les apports en termes de réduction de chômage, en termes d'analphabétisation et en termes de développement économique et social du RIF. C'est un projet qui n'est pas un simple rêve, mais c'est un projet qui est concret et
qui est prête à appliquer une fois l'indépendance obtenue. On a pour rêve ou pour objectif de rendre au RIF son image, son histoire, et puis qu'il devienne demain Singapour d'Afrique du Nord. La Singapour d'Afrique du Nord, parce que nous avons les moyens, on est un peuple jeune et on peut y arriver. Et parce que malgré ces 60 ans ou 70 ans perdus avec cette occupation, nous pensons que le fait que rien n'ait été construit dans le RIF est aussi un avantage, parce qu'au moins nous n'aurions pas à détruire, parce qu'il n'y a rien à détruire. On partira d'une page qui est déjà blanche pour reconstruire notre pays et pour donner de l'espoir à notre peuple. Merci beaucoup, Monsieur Redouane. Je rappelle que vous êtes un activiste politique originaire du RIF, que vous connaissez bien, et membre du PNR, le Parti national rifin. Merci beaucoup pour votre témoignage et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Canal Algérie. Excellente suite des programmes. Au revoir.